Bonjour et bienvenue à notre tout premier épisode d'EG Podcast. Nous sommes très excités de lancer cette nouvelle série de podcasts consacrée à notre master, le master évaluation et gestion de projet de l'école de management de la Sorbonne. Dans chaque épisode, nous allons rencontrer des professionnels et des anciens étudiants de la mention pour discuter de leur expérience et vous partager tous leurs conseils. Et pour commencer, nous avons le plaisir de recevoir le professeur chercheur et directeur du master EGP, Monsieur Seyoum Negassi. Bonjour monsieur. Bonjour à tous. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien installés. Ah oui, c'est pas de problème. Pour le coup, c'est nous qui sommes plutôt bien installés. On est dans notre bureau actuellement pour parler un peu plus de votre parcours, du master EGP et plus précisément de sa dimension internationale. Et surtout, vous qui nous écoutez, restez jusqu'à la fin. On va vous donner plein de conseils et de petits tips sur les candidatures. Alors, installez-vous confortablement. Détendez-vous, prenez un petit café, EG Podcast, ça commence maintenant. Alors monsieur, parlez-nous un peu plus de vous, de votre parcours jusqu'ici. C'est rare que je parle de moi. Hein. Donc, écoutez, c'est simple. J'ai fait mes études primaires et secondaires en Éthiopie, dans un lycée français qui... Dans les pays d'Afrique, vous savez que il y a des écoles américaines, françaises, italiennes et aussi d'autres pays, mais en même temps, c'est les plus dominants, allemands aussi. Donc, la classe plus haute, dirigeante, envoie ses élèves dans ces différentes grandes écoles. Mais je ne sais pas pourquoi, mon père, qui est de culture italienne, il m'a mis dans un lycée français. Donc j'ai eu mon bac, un bac scientifique, et je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans et demi, parce que j'ai eu une bourse qui s'appelle BGF, bourse du gouvernement français, et on donne aux jeunes méritants qui se forment en France et qui rentrent servir leur pays. J'aimais les mathématiques et ma profession est tracée par mon amour pour les maths. Et donc, je suis arrivé en France, inscrit à Paris 1, à l'âge de 16 ans et demi. Puis, j'ai vu qu'au bout de l'année, le niveau en mathématiques à l'université de Paris 1, en économie, n'est pas assez élevé. Donc, je suis parti à Grenoble pour faire maths appliquées. J'ai eu donc master, thèse d'État, etc., très rapidement. Et tout au long de votre parcours, quelles ont été vos motivations personnelles dans votre parcours ? Je voulais revenir en Éthiopie et faire quelque chose. C'était vraiment décidé. Puis est arrivée une révolution rouge. C'était les militaires qui se sont installés juste avant mon retour. Et puis, lors de la thèse d'État, les profs m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ma motivation, c'est de rentrer chez moi, de servir mon État et de servir mon pays. Oh, quel gâchis! Il me dit, mais c'est comme si on donne du miel à un âne. Ah, ça m'a surpris. Et ils m'ont dit, vous quittez pour le moment, on va délibérer. Je suis revenu, on m'avait dit, donc, monsieur, on vous donne la thèse avec mention très honorable, et en même temps un poste d'assistant. Voilà, j'ai pas pu partir et servir mon pays. Et c'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui ? Pas tellement. Vu la situation actuelle du pays, pas tellement. J'ai bien aimé en France, de rester en France, mais je crois que non. Vu la situation politique, non. Alors vous avez commencé en tant qu'assistant, c'est ça ? J'étais assistant, donc assistant peut-être pour 1 an. Après 1 an, je me suis dit, non, il faut que je travaille, que je publie, etc. Et donc, j'ai cherché, j'ai un directeur de thèse qui a fait ses études à Philadelphie en économétrie. Et donc, au bout de moins de 3 ans, je fais ma thèse de 3e cycle. D'accord. C'est fait. Puis après, ensuite, il me dit, mais il faut que tu continues en thèse d'État. J'ai dit, ok, je continue. Dans l'intention de passer d'assistant à maître de conférence. Je suis passé, puis après, il m'avait dit, mais non, maître de conférence, c'est pas assez. Donc, il faut continuer. J'ai dit, ok, je continue,
1 an et demi après, j'ai soutenu ma thèse d'État. Alors que la plupart des gens prenaient 5 ans. Donc j'ai publié avec lui aux États-Unis. Et puis j'avais aussi en Philadelphie quelqu'un qui est co-directeur. Donc j'ai obtenu une bourse pour Philadelphie une fois, une deuxième fois à Boston. Je suis resté 1 an tout en faisant ma thèse. Donc à l'époque, ces bourses m'ont servi quand même d'écrire des thèses, de publier, etc. Donc avec ça, je me suis dit, il faut que je me propose à passer mon concours pour être professeur des universités. Et comment vous en êtes arrivé à devenir le directeur du master? Ah, ça c'est une bonne question. Écoutez, moi, dans ma carrière, donc quand j'ai terminé toutes les thèses, etc., c'est Genève qui m'a interpellé. Ils m'ont dit finalement, est-ce que tu peux venir travailler avec nous pour l'UBS? C'est la banque de Genève. Et j'ai dit OK. Et puis un jour, il y avait un exposé que je devais faire, j'ai exposé. À la fin de la séance, quelqu'un me dit, mais est-ce que vous pouvez me rappeler à ce numéro? Je n'ai pas rappelé, j'ai pris la carte par politesse. Et puis, plus parce qu'à Genève, j'avais quand même le contrat, même en étant assistant et maître de confrères après, je faisais quand même des contrats, des gros contrats, un peu partout. Hein. Donc, j'étais sollicité un peu partout parce que j'étais spécialisé en économie d'entreprise. 1 mois après, je reçois un coup de téléphone de cette personne, quelqu'un du ministère de l'économie. C'était la période de Strauss-Kahn. C'est un des dirigeants qui me dit, tu viens nous faire des stats, tu travailles avec nous? Je dis, OK. J'ai pris ma valise, hop, arrivé à Paris. Donc, j'ai travaillé parallèlement aussi au ministère. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, une dame qui s'appelle Madame Dezec, qui est décédée depuis, est venue rentrer dans mon bureau, rue Ségur. Elle me dit, tu ne veux pas venir travailler avec nous? J'ai dit, oh, encore. Décidément. Des propositions viennent de partout. Donc, je suis arrivé ici. Elle me dit, mais on a vraiment, ce que tu fais, c'est excellent, on le sait, etc., etc. Est-ce que tu ne peux pas venir pour faire sur un sujet qui intéresse les étudiants sur la stratégie d'entreprise et pour former des étudiants, etc. J'ai dit, je suis arrivé ici, on a discuté. Elle me dit, quel est le sujet qui t'intéresse? Je lui ai dit, écoutez, en ce moment, j'ai été invité aux États-Unis. J'ai fait un cours sur l'évaluation et gestion de projet. Waouh! Elle saute, elle me dit, mais ça, c'est exceptionnel. Elle me dit, vous le faites. Donc, on va faire le nécessaire pour te nommer. Elle me tutoyait à l'après, pour te nommer ici, et tu viens. Donc, j'ai abandonné tout, pas le ministère. J'ai commencé à travailler ici en 2004 sur la création de ce master. Donc, on l'a créé en 2004 avec Madame Dezec. Et juste pour revenir sur votre parcours universitaire et professionnel, quel a été votre plus grand défi à relever? Publier, parce que tout compte sur la publication. Et j'ai bien su que finalement, si vous voulez progresser à l'université, il faut publier. Ce que je faisais sans arrêt. Et puis j'ai publié plusieurs papiers. C'est parce que j'ai publié des papiers que le monsieur du ministère m'a interpellé. À Genève, pareil, et aussi Paris 1. Donc, l'entrée à Paris 1, vous savez, c'était très, très difficile. Hein. En étant d'origine étrangère, arriver à Paris 1, déjà pour les nationaux, c'est difficile. Ça aurait pu encore plus difficile. Ben non, finalement, ça a marché parce que les publications m'ont servi et ça les a convaincus que je suis capable de faire quelque chose de ce que j'ai fait pendant maintenant 20 ans. Maintenant, on va donner un peu plus de précision par rapport au master. On va un peu plus parler du master. Qu'est-ce que vous pourriez dire si vous deviez présenter le master en quelques mots? Très bien. C'est une formation pluridisciplinaire centrée sur l'économie avec un continuum économie, gestion et droit. Donc c'est un master indifférencié qui forme des chefs de projet juniors qui ont des spécialités
évaluation de projet et management de projet. Voilà, quelques mots. Et les prérequis et les critères de sélection pour intégrer le master? Ben, si vous voulez intégrer le master, il faut aimer l'entreprise. Parce qu'on forme des cadres d'entreprise. Donc, il faut aimer l'entreprise, c'est fondamental. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut avoir un peu l'esprit mathématique. Avoir fait un peu de mathématiques, c'est assez important parce qu'il y a des matières qui sont numériques, etc. etc. Il faut une très bonne connaissance en anglais et avoir un diplôme de licence, d'économie, même de droit, de gestion, vous voyez, principalement. Et pour vous, quels sont les points forts qui différencient ce master avec les autres masters de la Sorbonne? Eh bien, c'est parce que c'est un master qui est centré sur l'économie mathématique, et ces économies mathématiques sont liées à un groupe de disciplines qui sont gestion, droit et économie. Donc, c'est la force de ce master, c'est mathématiques économiques. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a permis de se classer l'année dernière au top 5 des masters en management stratégique. Ben exactement, parce que l'année dernière, ce qu'ils ont apprécié, c'est ce côté, l'originalité déjà de faire évaluation de projet et management des projets, c'est pas courant en France. Et puis, il y a le côté international qui plaît beaucoup, c'est les cours sont en majorité en anglais. On aura des enseignants qui vont faire des cours en anglais, mais aussi des professionnels. Très souvent, ils sont basés à Londres et où ils viennent, où ils le font à distance, mais on sera très très ancré sur l'anglais et des cours en anglais. Ça a plu au comité. Et puis, la réactivité des étudiants autour. Il y a une association qui est forte et qui aide les étudiants, les jeunes, qui les aide aussi à être placés, etc. Vous voyez, donc, c'est tous ces éléments-là qui font la force de ce master. Et un peu avant, vous nous avez parlé du fait qu'à l'université, vous trouviez que le niveau de mathématiques il était un peu plus faible quand vous êtes arrivé et du coup, vous êtes parti. C'était important pour vous que votre master se soit centré sur les mathématiques? C'est assez important parce que si vous avez les maths en poche, pour moi, vous avez le monde. C'est vraiment, pour moi, la vie est mathématique. D'ailleurs, il y a un livre là-dessus, je crois, qui est très connu. Et je le crois, parce que quand vous avez une connaissance en mathématiques, ça vous aide beaucoup à comprendre les choses, à raisonner, etc. Et juste pour finir sur ce point avec le master EGP, quels sont selon vous les principaux débouchés de ce master? Vous avez une liste de débouchés. D'abord, chef de projet, ça c'est clair, mais chef de projet dans plusieurs secteurs. Et puis, très souvent maintenant, on a des jeunes qui sont dans le consulting. Ils sont nombreux. Et puis, en même temps, cette année, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont pu aller faire dans le domaine de l'éducation, la santé. Je pense que c'est un point important à dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur peut-être en voyant les matières de se dire oui, c'est pas pour le conseil, c'est parce qu'il y a d'autres matières à l'EMS qui sont un peu très centrées. Et au contraire, on a la diversité qui rend justement plus fort ce master. Justement, si vous regardez tous les étudiants, ils ne sont pas tous chefs de projet. Ils sont des consultants, ils gèrent des entreprises, ils gèrent les centres d'animation dans le domaine du sport. Vous voyez, gestionnaire de stade, j'en ai eu. Ouais. Vous voyez, donc ce n'est pas simplement de chef de projet. Le summum, évidemment, c'est le chef de projet. Parce qu'en France, avant, le chef de projet, c'est un chef de projet qui vient par expérience. Maintenant, vous êtes des chefs de projet par formation. C'est ça qui fait le poids de ce master. Mais vous n'êtes pas limité à être chef de projet. Le consulting, aussi des conseillers en propriété intellectuelle, vous voyez, qui sont très souvent des gens plus littéraires. J'ai aussi beaucoup dans les enquêtes, vous voyez, donc c'est pas limité à ça. Au contraire, puisqu'on a, vous avez les outils
et comme disent les entreprises, vous savez compter, eh bien tout le monde vous acceptera à des postes très importants. Donc vous voyez, c'est diversifié et je ne forme pas des mathématiciens là-dessus. Les mathématiques, c'est un outil si vous avez un niveau quand même acceptable, c'est tout. Je ne demande pas à ce qu'on a des gros mathématiciens, c'est pas du tout ça, mais avoir au moins les minimums en mathématiques. Du coup, là, on voit un peu que le master, il est très diversifié. Et maintenant, on va parler d'un aspect, on l'a soulevé juste avant un petit peu, sur l'aspect international de ce master. Donc, si vous pouviez nous donner un peu plus de précision, des détails, jusqu'à où ça va. À ce jour, on a travaillé beaucoup avec Delaware. Delaware, vous avez en fait deux types de mobilité. Mobilité longue, mobilité courte. La mobilité longue, c'est un échange entre les deux universités. On a autant d'universités vers l'un ou l'autre. C'est-à-dire, s'il y a 4 étudiants des États-Unis souhaitent venir ici, j'envoie 4 étudiants de chez nous. S'il y a 5, 5. S'il y a 10, 10. Voyez ? Donc ça, c'est la longue. C'est un semestre complet. Vous ne payez rien, sauf pour vos pizzas. Mais donc, les gratuits. Et puis, sur place, vous avez toutes les possibilités d'accès à tout, en fait, sans payer 1 centime. Ouais, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est une somme colossale. Maintenant, il y a une deuxième mobilité courte. C'est tout le monde, normalement, aux États-Unis, jusqu'à 2019, vous voyez, c'est eux que vous voyez là. Oui, pour ceux qui nous écoutent, il y a une petite photo accrochée en haut dans le bureau. Et du coup, c'est les étudiants et vous-même au Delaware. Invités à Delaware, chaque fois, il y a toute une fête qui se faisait. Jusqu'en 2019. Bon, il y a eu quand même ce problème de Covid. Et maintenant, parce que les sponsors étaient plus généreux, parce qu'il faut... il y a un coût, quand vous allez suivre. Les Espagnols payent $5,000 pour un mois. D'accord. Et nous, on paye 0. Parce qu'on a des sponsors. Cette année, il y aura à peu près que 9, parce qu'il y a question aussi d'argent. Les sponsors, on reprend après Petit Covid. à petit, après le Covid, il faut voilà. mettre Mais jusqu'à maintenant, c'est que tout le groupe part pour un mois. Donc cette année sera la première année après le Covid où on a des étudiants qui vont retourner. Voilà, qui vont retourner. Donc ils vont aller je crois, du 30 avril jusqu'au 26 mai. Pour un mois, du coup. Pour un mois. Mais attention, entre-temps, les étudiants sont harcelés par les entreprises qui veulent les intégrer au premier. Et puis, puisqu'ils mettent dans leur CV qu'ils vont partir un mois, je ne sais pas pourquoi, les étudiants, quand ils seront à Delaware, ils reçoivent des téléphones sur téléphone. Et donc, c'est une forte plus-value à ne pas négliger. Et bien voilà, à ne pas négliger parce que la plupart des étudiants reçoivent des coups de téléphone parce que le DRH sait que vous êtes parti là-bas, ils disent, s'ils partent là-bas, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, au retour, ils ne vous laisseront pas. Un jour, vous voyez, c'est un plus-value qu'on a dans ce master. D'accord, donc on a 2 possibilités, partir pour 6 mois ou partir pour 1 mois donc à l'université du Delaware aux États-Unis. Et à la fin de ce séjour, on obtient quoi? Un diplôme? Un certificat. Un certificat? Un certificat qui coûtait normalement $1,000 et pour nous c'est gratuit. Ah, vive la France. Non, c'est drôle. Et en plus, il faut que je note quand même quelque chose. C'est dommage, c'est pas filmé. Cette année, ils ont reçu une lettre de l'université qui était de Biden. Vous imaginez? Ça parce que Biden a fait ses études au Delaware. Non, il a vécu à Delaware tout le temps. Il était maire, il était député, sénateur, et il a créé maintenant une université qui prend son nom. Et donc, c'est lui qui est derrière. Hein. Et nous avons reçu, chaque étudiant avait reçu une invitation. Est-ce que vous connaissez un master qui part à l'étranger invité par le groupe du président? Non. J'étais. Regardez. Demandez aux étudiants la lettre qu'ils ont entre les mains.
Je crois, moi, j'étais surpris, eux, ils sont surpris aussi, parce qu'il y a une équipe sur place qui fonctionne pour nous, et voilà. Donc, les autres, ils partent, bien sûr, les autres masters partent aussi à l'étranger, mais en tant que quoi? Que touristes. Et nous, c'est avec J1. Ils ont un J1, c'est-à-dire comme un chercheur. Donc, c'est un avantage quand même de ce master. C'est une plus-value qu'on a aussi. Pour préciser à nos auditeurs, nous venons de parler de l'échange au Delaware, l'échange long et l'échange court. Il faut préciser aussi que c'est un échange qui se passe à la fin du Master 2. M2. Et donc là, vous nous avez parlé du Delaware, mais il y a aussi, si je crois bien, il y a en ce moment un échange avec Hult aussi. La relation a commencé en 2021. Hein. Hult veut une relation un peu différente. Une relation sur le même programme et avec des enseignants français et américains qui enseignent dans le programme. Vous voyez, c'est un peu plus intégré. Donc, ils ont, vous savez très bien, le siège est à Chicago. Ils ont une filiale à San Francisco. L'autre est à Boston. Et le troisième est à Londres. Et quatrième à Dubaï. Bon, il y a quelqu'un à côté ici même qui risque de partir d'ailleurs si je ne vais pas trahir le mystère, mais je crois que vous irez à Boston. Donc peut-être que deux personnes vont partir déjà à Boston là. Donc vous voyez, mais la relation qu'ils souhaitent, c'est une relation beaucoup plus forte, comme ce qu'ils font à Londres, c'est-à-dire une intégration, un programme identique aux deux endroits. Et du coup, l'échange se fera sous 3 mois, si j'ai bien compris. Non, plus. Plus, parce que cette fois-ci, ça va être 3 mois, mais après, ça va être 6 mois. Et si l'étudiant veut poursuivre à un des lieux, il peut continuer. Vous voyez, il obtiendra son diplôme au retour, mais après, il peut aussi avoir une année à un des centres. Et l'étudiant peut partir un an et demi total. 6 mois dans le groupe pour obtenir le diplôme, un an supplémentaire pour se former encore plus, mais dans la ville de son choix. Et donc en finale, il a 2 diplômes, celui de Hult. Hult, c'est 2 diplômes. D'accord, double diplôme. Double diplôme, automatique. Et que ce soit pour partir à Hult ou à Delaware, est-ce qu'il y a des critères de sélection au sein du master? Oui. Oui, parce que le critère de sélection pour la mobilité longue, d'essayer de prendre quand même le plus dynamique. Et dans le groupe, je suis très heureux d'avoir recruté la dernière fois que des gens qui sont devenus maintenant, qui occupent des postes importants, parce que ce qui est surprenant, à Delaware, ils avaient surpris tout le monde parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup. C'est ça la sélection que j'utiliserai, donner cette chance à ceux qui sont vraiment décidés. Ça, c'est assez important. Donc l'investissement est un critère important pour vous au sein du master. Exactement. Et ça se voit d'ailleurs dès la première année. Hein. Les étudiants, les enseignants me disent sur vous, sur les MA. Hein. Ils me disent un tel. Je ne le dirai pas. Non, mais ça va maintenant. Un tel, il est dynamique, il est préparé, etc. C'est les enseignants qui vous jugent, parce qu'ils vous connaissent maintenant. Vous voyez, c'est dès les MA, ils connaissent, ils le disent après le premier semestre, ils ont un avis. Et ils ne se trompent pas. Mais il faut quand même préciser qu'on a la possibilité d'aller 1 mois, c'est ouvert à tous. Exactement. Donc, il ne faut pas, même si on ne part pas pour le long terme, il y a toujours cette possibilité de partir 1 mois. Et quand on part 1 mois, qu'est-ce qu'on fait sur place concrètement ? Sur place, je trouve, c'est très intéressant. Vous voyez, on apprend en 1 mois ce que vous ne pouvez pas apprendre en 1 an en allant dans un pays anglophone. Pendant 1 mois, vous avez des cours, matin et soir, 4 jours. Donc, vous avez à peu près jusqu'à 6 heures par jour. Vous êtes intégré dans des cours. Après 6 heures, vous êtes libéré. Les premiers jours, d'habitude, je vous traîne dans des pubs. Il faut bien profiter. Simplement, il n'y a pas profiter, simplement, vous apprenez beaucoup. Dans le pub que je vais vous emmener, eh bien, ils vous sautent dessus. Ils veulent parler. Ah, French. Ah, oui. Ouais, Ils parlent. Eh bien, ils parlent avec vous. Ils veulent parler. Ils vous invitent, etc. C'est surprenant.
et ils veulent parler. Ils sont d'une gentillesse exceptionnelle. Et bien, par la force des choses, si vous faites ça, parlez avec eux, vous, après c'est les invitations personnelles qu'ils vous font, etc., etc. Mais restez déjà la soirée à parler. C'est pas la boisson qui est intéressante, Bien sûr. c'est la rencontre. Et le peuple, c'est un endroit où on apprend beaucoup. Donc, en faisant les deux, et puis après, vous avez aussi des visites. Vous allez à Philadelphie, vous allez à Boston, vous venez au Nasdaq. Des fois, vous fermez le Nasdaq. Il y a un d'entre vous qui tape sur le marteau, etc. Donc, vous voyez, c'est un apprentissage, un mois, mais intense. On arrive à la dernière partie de notre petit entretien. Donc là, le sujet, je pense, qui intéresse de nombreux auditeurs et auditrices, les chiffres concrets, les salaires, le taux d'insertion professionnelle, le nombre de personnes qui postulent. Donc si vous pouvez nous donner un peu plus de détails, je pense que ça serait bien qu'on commence par rapport au taux d'insertion, les salaires, etc. Les taux d'insertion, pour moi, c'est au-delà de 90%. Les stages, je n'ai jamais eu un qui est resté au bord de la rue. Tout le monde a trouvé, parce que vous regardez avec l'association, ils ont un stock de noms d'adresses d'entreprise et vous n'avez même pas besoin de ça. Quand on fait déjà recherche de stage, chacun a 3-4 entreprises, 100% pour le stage. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'a pas eu de stage. Après, il y a des demandes, beaucoup de demandes d'intégration ou d'abandon du stage. Très souvent, les stages, les entreprises vous prennent pour 6 mois. Mais la plupart, on abandonne en cours de route parce que quand ils ont vu l'étudiant, les étudiants ont cédé. Donc maintenant, il y a une chose, je vous ai apporté les statistiques qui étaient faites par CEPMA. Ah, super. CEPMA, notre association du coup du master. Oui, ça, c'est le... Nous tous ici déjà, on est membres de l'association. Voilà. L'association CEPMA. Et ils ont fait une enquête et ils ont interrogé 90 étudiants diplômés des promotions 2008 à 2019. Et donc, ils ont fait beaucoup de statistiques, mais je vous donne simplement sur la partie insertion, c'est pratiquement 97% qui sont insérés. Donc, qui ont trouvé un boulot. C'est énorme. C'est énorme. Et on leur avait demandé dans quel domaine. Eh bien, vous avez 400 dans un institut de sondage. Ils sont 31 à être dans les grandes entreprises de recherche et développement. Il y a 23 dans les banques, 20 cabinets d'expertise et 12 dans les organismes internationaux. Donc maintenant, les salaires de sortie sont élevés. En brut, c'est entre 37 et 42 000. Il y a un qui a dit finalement, au bout de 3 ans, il a trouvé à l'international 150 000 euros. Vous voyez, donc au bout de 3 ans, à 150 000, c'est quand même c'est fort. Très intéressant. C'est intéressant. Et par rapport au nombre de personnes qui postulent à votre formation en moyenne? Très souvent, j'ai à peu près, disons, 400. Et pour en M1, depuis ces derniers temps, avant c'était un peu plus. Maintenant, ça s'est stabilisé à autour de 400, 430 maxi. Et en même temps, il y a des gens qui veulent rentrer en M2 direct. Ils sont un peu plus à de 200. Donc, on tourne autour de entre 600 et 700. Pour à peu près, c'était la capacité d'accueil était de 45 en M1 et 25 en M2. Et si vous auriez un conseil, un ou deux conseils à donner aux potentiels futurs étudiants du master EGP pour leur candidature, comment se vendre pour vous plaire et pouvoir intégrer la mention? Moi, le conseil que je donne, c'est qu'il faut avoir un projet professionnel. Ça, c'est important. Parce que si vous n'avez pas de projet professionnel, vous n'allez pas venir comme font certains. Oui, mais monsieur Legacy, est-ce que vous avez à me proposer quelque chose? Mais non. Donc là, on a changé d'ailleurs de méthode. On avait exigé que les gens aient un projet professionnel assez clair. Ça veut dire que l'étudiant exprime ce qu'il veut
faire dans l'avenir. Et à cet âge-là, en L3, vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Mais malheureusement, vous savez, au cours de l'entretien, ils ne sont pas nombreux à dire, voilà, je veux faire ça et je veux qu'on m'aide pour faire ça. Et donc, ils ne sont pas nombreux. Et donc, moi, il faut aimer quelque chose. Ça, c'est très important. À nous dire, au jury, si on a une possibilité d'auditionner les candidats, ce que je leur dise, c'est qu'il faut exprimer que vous souhaitez faire un job. Donc, à partir de là, tout va bien. Pour les enseignants comme pour nous. Parce qu'en module, l'invitation des enseignants, professionnels surtout, dépend des souhaits des étudiants. Donc, on adapte. Vous voyez ? Et tous les séminaires sont aussi autour de ça, pour que les étudiants aient la possibilité d'être en contact avec d'autres. Donc, avoir une idée précise sur ce que vous voulez faire. L'idée, c'est que même si vous changez en cours de route, vous aurez la possibilité. Mais déjà, l'idée d'avoir un job ou envie de vouloir quelque chose, c'est important. Après, vous pouvez modifier, vous pouvez, en connaissance de cause, etc. Mais nous, on est à l'aise pour travailler avec des gens qui décident, qui choisissent quelque chose. Et nous, on est là pour vous accompagner. Et ne me dites pas, Monsieur Negassi, qu'est-ce que je vais faire? Oui. Ouais. Je suis d'accord. C'est Faut pas avoir un bon projet. Oui, si vous n'avez pas de projet, pourquoi voulez-vous faire des études? Et moi, si vous me dites, je veux faire tel job, dans ma tête, c'est de dire, est-ce que je peux inviter quelqu'un dans ce domaine pour aider l'étudiant, même s'il y a une personne. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que mon job, c'est de vous aider dans ce sens-là. Sinon, si vous ne voulez rien, mais quelle est la solution? Pour vous comme pour moi. Donc, moi, je ne peux pas faire mon job. Parce qu'on est quand même à la fin de L3. Oui. C'est important d'avoir une idée, oui. Il faut avoir une idée. Alors, merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci à vous, Monsieur Negassi, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir éclairé les potentiels futurs étudiants. Merci à tous mes camarades aussi d'avoir posé toutes les questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. On est présent sur toutes les plateformes, Instagram, LinkedIn également. On est actifs et on peut vous répondre tout le temps. Pour conclure, je dirais quand même, je vois pourquoi la Sofres et les autres ont pris mes 4 étudiants. Vous commencez déjà à savoir, à faire ce métier de sondage. Donc, pour moi, c'est encourageant. C'est encourageant d'organiser ça. Et dans la méthode, et dans la question, etc., c'est parfait. Merci. Vous sortez de GP. Ça se voit. Merci. Et vous, peut-être, sortirez également de GP. Et on serait ravis de vous accueillir, en tout cas dans cette mention.